Donc, ce soir, je vais vous parler de DataVis et d'un sujet en particulier auquel j'ai réfléchi pas mal ces derniers temps, qui est le lien entre l'esthétique et la clarté en visualisation de données. Alors, avant d'attaquer, par contre, juste une petite remarque. Dans la présentation, je vais avoir pas mal de citations en anglais. C'est pas fait exprès, c'est que toutes mes sources étaient en anglais. Je les ai laissées en anglais, mais je vais les traduire à chaque fois. Si j'oublie, n'hésitez pas à me le rappeler. D'accord? Je vais commencer d'une expérience personnelle. Récemment, j'ai participé à un concours de visualisation de données et puis j'ai reçu les commentaires du jury. Donc là, je vais vous montrer les commentaires du jury. C'est quelque chose que normalement on ne partage pas. Mais là, je vais le partager et puis d'autres choses aussi que normalement on ne partage pas, je vais les partager ce soir. Et parce que je les ai trouvés très intéressants. Je vais par contre pas vous montrer la visualisation que j'avais proposée pour ce concours tout de suite, parce que ce n'est pas le sujet là tout de suite, mais je vais vous la montrer après. Donc c'était une visualisation sur le bruit en France, sur les effets du bruit sur la santé. Et j'ai reçu ces commentaires. Donc ici, c'est un des graphiques qui composait la réalisation que j'avais envoyée. Et puis, donc j'ai extrait 2 commentaires qui m'intéressent là. Le premier qui dit « Je comprends la décision de mettre la priorité sur le style artistique, mais les graphiques ne sont pas faciles à lire. » Et le deuxième commentaire qui dit « L'information aurait été communiquée d'une meilleure façon en utilisant un graphique à barres groupées ou empilées. » Alors qu'ici, j'avais utilisé cette sorte de variante d'imprimante. Donc, vous voyez, ce sont des commentaires qui portent sur la lisibilité. D'un côté, le choix artistique, de l'autre côté, la lisibilité. Et puis, on fait appel à un type de graphique qui est le graphique à barres, qui est un graphique qui est très courant. Donc, on peut, peut-être le plus courant, le graphique avec le G majuscule. Et donc, on peut imaginer que tout le monde va comprendre ce type de graphique, alors que ce n'est peut-être pas le cas pour d'autres types de graphiques. Donc, celui-là, il va être peut-être plus lisible. Voilà. Ça, c'est un autre graphique qui faisait partie du travail que j'avais envoyé et d'autres commentaires. Donc, je recommande d'ajouter des chiffres en format abrégé à toutes les parties du graphique ou sinon considérer un graphique complètement différent. Et puis, la disposition diagonale du graphique à barres, c'était encore un autre que je n'ai pas mis ici, le rend difficile à lire. Donc, vous voyez, encore une fois, on est sur la question de la lisibilité. Et puis, dans le premier commentaire, par contre, c'est un peu plus précis. Ça porte sur la précision de l'affichage, ce qui n'est pas tout à fait la même chose, mais je pense que le discours est quand même un petit peu lié dans ce sens-là. Alors, j'ai trouvé ces commentaires vraiment très, très intéressants, très pertinents aussi parce qu'ils mettent vraiment le doigt sur des choix que j'avais dû faire en phase de conception et qui n'étaient pas faciles. Et ils m'ont fait penser à un sujet un peu plus vaste qui est effectivement la vision de l'esthétique et de la clarté de ces 2 sujets-là dans la DataVis. C'est quelque chose que j'ai remarqué plusieurs fois dans mon travail. J'ai remarqué que parfois l'esthétique est vue comme quelque chose de superflu. Voilà, notre titre. Quelque chose de superflu, quelque chose d'accessoire et même parfois quelque chose qui pourrait mettre à mal la clarté, la justesse de l'information qui est communiquée. Donc, je fais un peu de recherche là-dessus parce que cette idée m'a intriguée. Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il y a là derrière? Il y a des choses. Donc, je suis allée rechercher sur Internet et je suis tombée sur un article de Stephen Few, que vous connaissez peut-être, un auteur assez important quand même en visualisation de données, a écrit plusieurs livres sur le sujet. Donc, c'est un article de 2012 dans lequel il s'oppose à ceux qui disent qu'une visualisation de données devrait être toujours jolie. Et il a tout un tas d'arguments qui va opposer à cette position. Et je le trouve très intéressant cet article parce que c'est vraiment une source de réflexion sur le sujet. Alors, je ne sais pas si Stephen Few est toujours d'accord avec ce qu'il a écrit en 2012. Le domaine a quand même beaucoup évolué. J'espère qu'il m'en voudra pas. Je prends juste l'article parce que il m'a évoqué plein de choses que j'avais entendues aussi par ailleurs. Donc, on va voir ce qu'il dit. Donc, voici Stephen Few. Il dit, si vous croyez, comme moi, que la visualisation de données, au-delà des variations secondaires dans les objectifs qu'elle peut avoir, a toujours le but d'informer, alors son efficacité sera déterminée par le degré et la qualité de compréhension qui en résulte. Une visualisation de données devrait être belle seulement quand la beauté peut aider à la compréhension sans la mettre à mal.
Est-ce que la beauté est parfois utile? Certainement. Est-ce qu'elle est toujours utile? Certainement pas. Il y a plein de choses là-dedans. Moi, je mets en exergue deux choses que je remarque en particulier. Donc, la première chose, c'est le fait que la beauté est vue comme quelque chose qui a une position subordonnée par rapport à l'information. J'ai l'impression, dans l'ensemble de son article, que l'idée, c'est que la beauté n'est pas quelque chose qui va être vraiment intégré, pensé comme quelque chose d'intégré dans le processus de conception de la visualisation de données. C'est quelque chose de autre, de différent, de accessoire et qui est un petit peu repoussé dans le domaine du uniquement ornemental, à la limite. Une autre chose que je remarque, c'est un petit chevauchement entre le fait d'être informatif et le fait d'être clair, compréhensible. Donc, vous voyez, il dit informer, mais après, il dit promouvoir la compréhension. Alors, à mon avis, ce n'est pas tout à fait la même chose parce qu'on peut transmettre une information d'une manière qui n'est pas claire. Donc, mais c'est vrai qu'on a tendance à penser ces choses un petit peu ensemble. Donc, il continue et il nous dit rendre une visualisation de données belle d'une façon qui va compromettre l'intégrité des données va toujours jouer contre vous. Même quand l'information n'est pas mise à mal, la beauté peut toujours se retourner contre vous en attirant l'attention sur le design de la visualisation plutôt que sur l'information qu'on veut communiquer. Donc là, on a vraiment une opposition, d'où mes petits bonhommes qui tirent la corde, une opposition entre la beauté d'un côté, de l'autre côté, l'intégrité, la justesse de l'information et des données qui sont communiquées. Il continue et il dit, dans les situations où rendre une visualisation belle est vraiment utile, on doit quand même reconnaître que la beauté est dans les yeux de celui qui regarde. Alors, c'est intéressant, c'est vrai, la beauté est subjective. Mais en même temps, plein de choses sont subjectives. La lisibilité aussi, la clarté aussi a un côté subjectif. Parce que même si il y a des choses que tout le monde trouve à peu près beau dans la même culture, au moins, bah après c'est subjectif. Et la lisibilité, bah, même chose, peut-être à d'autres degrés selon les choses, mais on peut imaginer un graphique qui, pour quelqu'un qui est féru de DataVis, bah, il le comprend comme ça. Et une personne qui n'a jamais vu un bar chart dans sa vie, ou on a vu peut-être un, bah pour lui, ça va pas être clair. Et pourtant, on ne renonce pas à faire quelque chose qui est lisible pour l'audience qu'on vise dans un projet donné. Alors pourquoi on devrait renoncer pour la beauté? Il dit encore, ce qui est toujours nécessaire, c'est un travail de visualisation, une visualisation fonctionne pour les yeux humains. Ce qui veut dire qu'il ne doit pas être rebutante aux yeux, il doit être un minimum agréable. Rendre une visualisation belle est rarement nécessaire et ça ne vaut pas la peine. Normalement, ça ne vaut pas la peine. Donc, j'ai un peu l'impression que on a deux concepts. D'un côté, ce qui est not displeasing, c'est un minimum agréable, et puis ce qui est beau. Et ils sont vus comme des choses presque différentes, alors que pour moi, c'est dans une continuité. Et il y a quelque chose qui est moche, qui est horrible, moche, pas rebutant, agréable, et puis joli, beau, merveilleux, etc. Donc, c'est dans une continuité. Alors que là, on a l'impression que c'est pas tout à fait la même chose. Et bon, si on fait quelque chose de un peu joli, agréable, c'est bien, ça va être utile, ça va fonctionner pour les yeux humains. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Attention, là, on a fait quelque chose de vraiment beau. La zone de danger. Parce que du coup, on revient à ça, on pourrait attirer l'attention sur le design. Donc, c'est assez étonnant comme vision, mais je me rends compte que, voilà, je prends encore une fois cet article uniquement comme exemple, mais je me rends compte qu'on a un petit peu ces concepts, même dans ma tête. Parfois, je les retrouve, en fait, et pas que dans les discours de mes interlocuteurs parfois. Donc, je me retrouve avec, au début, j'avais ces deux concepts, ce qui est beau, ce qui est informatif. Au final, en lisant, je me rends compte que on pourrait enrichir ces deux concepts par tout un tas de connotations qui vont créer vraiment une sorte de modèle mental appliqué à la DataVis, donc une vision de la DataVis. Ce qui est beau est conçu dans cette approche comme quelque chose qui est superflu, qui est futile, qui est presque uniquement ornemental, qui est subjectif, donc c'est un peu difficile à saisir.
quelque chose qui est traître. Il faut se méfier parce qu'il pourrait, quand on s'y attend pas, mettre à mal la justesse de l'information. Et ça, je trouve ça assez rigolo parce qu'on n'a pas cette attitude-là envers la beauté partout. Par exemple, l'autre jour, moi, je suis allée à la boulangerie, j'ai vu une très belle brioche. Je l'ai achetée. Je ne me suis pas dit, ah bah tiens, cette brioche, qu'est-ce qu'elle est belle, hein? Je suis sûre qu'elle va pas être bonne. Je me suis pas dit ça et je pense pas qu'en général les gens se disent ça. Donc, on n'approche pas la beauté comme ça dans le domaine, par exemple, de la gastronomie. Par contre, quand il s'agit de communication, on a cette petite attitude de méfiance. De l'autre côté, donc dans l'autre pôle de concept, on a ce qui est informatif, qui est lié donc à ce qui est un peu clair, compréhensible, en quelque sorte, lisible, et puis ce qui est lié à ce qui est juste, une information juste, vraie, l'intégrité des données, il disait. En même temps, je vois aussi un élément qui, pour moi, crée un petit peu une brèche entre ces pôles opposés. Donc, ce qui est agréable, ce qui est pas rébutant, parce que ça relève, à mon sens, quand même, de la beauté. Et puis, en même temps, c'est quelque chose qui doit fonctionner pour les yeux humains. Donc, si ça fonctionne, ça veut dire que c'est clair. Donc, en fait, on va lier un petit peu ces concepts-là. Alors, tout ça n'est pas sans rappeler un concept très connu, le data to ink ratio. Donc là, le ratio entre données et encre. C'est un concept qui a été créé par ce monsieur-là, Edward Taft, que vous connaissez peut-être. Donc là aussi, on est sur des auteurs très importants en DataVis qui effectivement ont créé la première couche de réflexion de la DataVis. Donc, Edward Taft en particulier a écrit en 1982 un livre qui s'appelle The Visual Display of Quantitative Information, la représentation visuelle des données quantitatives. Et là-dedans, il a utilisé, et donc il a présenté ce concept-là, qui est le concept du ratio données à encre appliqué à la DataVis. Et donc, avec ce concept, il veut dire que dans une visualisation de données, la majorité de l'encre ou des pixels, si on est sur l'écran, devrait être dédiée à l'affichage des données. Et donc, on va éliminer tout élément qui ne représente pas des données, y compris aussi des éléments qu'on pourrait ajouter dans des buts de, je ne sais pas, de recherche esthétique ou de vouloir provoquer des émotions ou de vouloir avoir un ton humoristique. Donc, tout ça est viré. Donc, on est effectivement dans une vision, il va prôner une vision très minimaliste, une approche très minimaliste de la visualisation de données. C'est quelque chose de très important. Effectivement, c'était fondateur dans la réflexion en visualisation de données. Je pense que si on s'intéresse au domaine, il faut lire ce livre-là, il faut s'y intéresser. En même temps, personnellement, je pense qu'aujourd'hui, la réflexion de la communauté collective de la DataVis est allée un peu au-delà de ça, disons. Ce qui m'intéresse ici, par contre, dans le sujet qu'on traite ce soir, c'est le fait que là, déjà, on voit une opposition entre une vision essentialiste de la DataVis, vraiment liée à l'intégrité des données, de l'information, donc l'information telle qu'elle, sans habillage, sans tromperie, une sorte de rêve d'objectivité. Et puis après, tout le reste, qui est un peu de la pollution décorative, disons. Hein. Lui, il disait du chat junk, hein, de la poubelle graphique, de la poubelle graphique. J'ai trouvé aussi un commentaire, une critique de ce concept d'Edward Taft dans un livre qui s'appelle Data Feminism. Donc, si vous l'avez pas lu, je vous le conseille, un livre merveilleux. Je l'ai dans mon sac, je vous montre. Donc, il a été écrit par Lauren Klein et Catherine Vignazio. Et ils disent, donc en parlant de ce concept-là, les éléments décoratifs sont associés avec des sentiments de désordre ou encore pire, avec des essais un peu cachés de nous persuader en jouant sur les émotions. Donc là, on retrouve cette idée de la beauté comme quelque chose dont il faudrait se méfier, parce que elle pourrait, justement, en jouant sur les sentiments qu'elle sait très bien évoquer, nous persuader plutôt que nous informer. Alors, quand on pense à tout ce qui est informatif, donc clair, le pôle qu'on a évoqué, de concepts qu'on a évoqué tout à l'heure, informatif, clair, compréhensible, juste, vrai. Donc, une information claire et vraie. Naturellement, on va penser à une information qui va être au plus près des données, donc une information précise.
Vous voyez pourquoi j'avais mis le commentaire au début sur la précision. Mais on pourrait se demander, est-ce que la précision et la clarté vont toujours ensemble? On va voir ce qu'en dit John Murdoch, qui est un data journaliste au Financial Times. Il dit « La facilité de compréhension devrait être notre seul et plus important objectif en tant que créateur de visualisation de données. On pourrait trouver des manières d'afficher les choses qui sont plus correctes au niveau mathématique, mais si ça veut dire perdre notre audience, alors c'est une erreur. » Donc là, il va rendre les choses encore plus complexes. Déjà que c'était pas facile, il va faire une opposition entre la lisibilité de l'information et la précision de l'affichage. Donc là, on comprend plus rien. Au bout d'un moment, on avait une bonne opposition binaire très simple entre beau et informatif, et là, ça devient n'importe quoi. On a l'impression qu'on a vraiment plein d'éléments. Donc, une simple opposition binaire ne nous suffit plus pour nous guider dans la création d'une visualisation de données. On doit plutôt faire face à plein d'éléments à prendre en compte et donc plein de choix. J'en arrive à mon deuxième chapitre. Il y en a 3, pas plus, vous inquiétez pas. C'est une question de choix. Je vais m'expliquer. Quand on fait une visualisation de données, on peut avoir des objectifs multiples. Donc ici, j'en ai listé quelques-uns, sans ambition d'être exhaustive, d'où les 3 petits points que j'ai mis un peu partout. Et ensuite, pour pouvoir arriver à ces objectifs-là, on va essayer de trouver des manières graphiques, d'interactivité, etc., de traduire ça par un système d'affichage qui nous permet d'arriver à ce qu'on veut faire. Pour ce qui concerne la beauté, je pense que le côté esthétique est particulièrement efficace pour répondre à certains objectifs en particulier. Quand quelque chose est beau, ça va éveiller l'intérêt du public. On suscite l'intérêt. Quelque chose est beau, on s'en souvient mieux, ça marque les esprits. Et puis la beauté a un vecteur puissant d'émotions. Donc on va susciter des émotions, typiquement on va s'appuyer sur des éléments esthétiques. Je vais voir, donc je vous propose aussi ce que dit Alberto Cairo sur le sujet. Donc Alberto Cairo est un designer d'information et data journaliste espagnol, lui aussi auteur de plusieurs livres hyper intéressants. Et il nous dit la visualisation ne peut pas être enseignée comme un ensemble de règles, mais comme un processus de raisonnement basé sur des principes, sur la façon de prendre des bonnes décisions quand il s'agit de quoi montrer et de comment le montrer. Moi, ce qui m'intéresse là-dedans, c'est qu'il dit on ne peut pas l'enseigner comme un ensemble de règles. Donc, on peut pas dire l'esthétique, c'est toujours, il faut que ce soit toujours beau. Voilà, justement le propos contre lequel argumentait Stephen Few, effectivement. Mais à l'inverse, on peut pas non plus dire l'esthétique, on se fiche, ça dépend. Et même chose aussi pour la clarté, pour la précision, en fait. Ce sont tout un tas d'éléments qu'on va prendre en compte qu'on va inclure dans notre processus de raisonnement et dans nos décisions, dans nos choix. Après, je pense aussi que les objectifs et les choix qu'on a vont être quand même un petit peu liés aussi au type de visualisation dans lequel on s'inscrit avec un travail de données. Donc, j'ai essayé ici de faire un petit mapping du poids qui est donné généralement à l'esthétique et à la clarté dans différents types de visualisation de données, sur la base de ce que j'ai pu observer. C'est un mapping comme ça, grosso modo, très approximatif. Donc d'abord, j'ai mis l'analytique visuelle, j'entends par là tout ce qui est BI et donc typiquement dashboard de suivi d'indicateurs, etc. Là, la clarté est hyper importante parce qu'on est très souvent dans des domaines internes du travail, on vise l'efficacité, on veut vraiment que ça aille vite, que ce soit compréhensible, que ça facilite le travail. Donc la clarté est hyper importante. L'esthétique a tendance à être moins importante dans ce domaine-là, je dirais. En data journalisme, c'est très important que ce soit clair, parce que alors là, effectivement, le but du journaliste, c'est d'informer, il n'y a pas de doute. Donc, il faut que l'information passe de façon claire.
En même temps, l'esthétique, j'ai l'impression qu'elle est un peu plus importante, surtout si on est dans un média grand public pour pouvoir capter l'attention du lecteur. Ensuite, le design d'information, on dit aussi en France parfois data design. C'est un peu le type de projet pour qu'on se comprenne, le type de projet perso que je vous ai montré. Là, je trouve que on vise un petit peu les deux. Ben, je me rends compte qu'après dans mon graphique, ils sont pas tout à fait pareils. Je sais pas très bien fait. C'est pas très précis. Mais du coup, voilà, là, c'est un peu, on essaye d'être à la fois dans l'esthétique et dans la clarté, j'ai l'impression, grosso modo. Et puis, si on passe carrément au data art, alors là, effectivement, s'intéresse pas trop à communiquer un contenu de manière claire, une information. Peut-être on va communiquer plutôt des sentiments, des émotions, d'autres choses, mais en tout cas, disons que le poids est différent. Alors ça, c'est pas du tout prescriptif, hein, c'est juste ce que j'ai pu remarquer. Mais pour donner une idée grosso modo, parce que je pense que quand même, voilà, typiquement un article qui a été écrit en 2012, le domaine n'était pas assez développé et diversifié qu'aujourd'hui. Ben, aujourd'hui, il n'y a pas une database, il y en a plusieurs. Hein, donc, ça va dépendre de ça. Et puis, dans tous les cas, après, ça va dépendre du projet. Donc, dans chaque projet, on va devoir faire des choix. Et faire des choix, ça veut dire, malheureusement, faire des compromis. Donc là, je vais vous donner un exemple un peu plus concret parce que jusqu'à là, c'était un peu abstrait. On va passer au concret. C'est quoi la différence entre data art et design? Alors, des designs d'information, c'est un peu, je ne sais pas si tu as pu voir le portfolio que j'ai pu un petit peu montrer au début. Donc, ce sont des productions qui visent quand même à communiquer des choses, des informations, mais effectivement, très souvent, une inspiration plutôt dans le design graphique et donc, il y a quand même une attention à l'esthétique. Dans le data art, ben là, on va vraiment dans le domaine artistique, clairement. Et donc, dans ce cas-là, on vise beaucoup moins à communiquer une information précise. Je peux te donner des exemples. Il y a, je ne sais pas, tout à l'heure, on parlait avec Alain de Nadi Bremer qui a fait des pièces, par exemple. On pourrait parler là vraiment de data art. Je te donnerai quelques noms après pour que ce soit plus concret. D'accord? On en parlera, je te donnerai des noms parce que c'est vrai que c'est pas évident. Là, je passe un peu vite sur les domaines. Donc, par exemple, ça, c'est extrait de un travail que je mettrai dans l'ensemble design d'information. Donc, ça, c'est pour montrer un exemple de compromis. C'est peut-être un type de légende que vous avez déjà vu. Alors, elle n'est pas très lisible parce qu'elle est en polonais, à moins que vous parliez polonais. Donc, ça, c'est normal. Il n'y a pas de souci. Mais on en voit pas mal dans des visualisations statiques plutôt orientées design, effectivement, c'est design graphique, si je peux dire comme ça. Donc, ce sont des visualisations. On va essayer de créer un langage spécifique pour cette pièce-là, ce travail-là. On ne va pas s'appuyer sur des graphiques déjà connus. Et donc, en conséquence, on est obligé d'expliquer le langage visuel qu'on a créé. Et donc, on va avoir des légendes qui sont très détaillées. Donc ça veut dire que on demande au lecteur un certain effort. Je dois d'abord décrypter tout ça, m'approprier de la légende pour pouvoir ensuite profiter pleinement de la visualisation de données. Ce n'est pas bon ou mauvais, c'est un choix. Donc là, ça ne veut pas dire que c'est pas clair, c'est clair, mais ce n'est pas clair tout de suite. Ça demande quand même un effort. Donc ça, c'est pour vous montrer typiquement un type de compromis qu'on est parfois amené à faire. Alors, dans tout ça, parfois, on se retrouve dans une sorte de labyrinthe quand on crée une visualisation, surtout un projet qui est moins cadré, et les projets personnels, typiquement, où on a beaucoup de liberté. On veut faire peut-être quelque chose qui est accrocheur, qui est beau, qui est amusant, qui est clair en même temps. Et ça devient un peu un labyrinthe. Et du coup, la question est, comment sortir du labyrinthe? Et surtout, ce qui m'intéresse ce soir, comment faire le lien entre ce qui est beau et ce qui est clair, si tel est notre objectif, si on veut effectivement avoir quelque chose comme ça. Moi, personnellement, je suis très convaincue que ces deux choses-là sont liées. Et même, je pense qu'elles doivent de toute manière être pensées ensemble dans la conception d'une database. Je vais essayer d'être un peu plus concrète. Je vais essayer de donner quelques conseils issus un peu de mon expérience, encore une fois très subjectif et absolument pas définitif. Mais voilà, je vais essayer de montrer
en quoi je trouve que ces éléments sont liés et on peut les lier pendant notre travail. Le premier conseil que je donnerais est celui-là, savoir ce qu'on veut communiquer et à qui. C'est une banalité, je suis d'accord. Mais parfois, les choses les plus banales sont les plus difficiles. Surtout savoir à qui on veut le communiquer, ça présuppose quand même qu'on soit un minima interrogé sur le public ou les publics auxquels on veut parler. Et donc, qu'on se soit interrogé sur leurs besoins, le contexte d'utilisation, leurs motivations, leurs contraintes, leurs frustrations, leur niveau de data literacy, c'est-à-dire leur habitude, leur familiarité plus ou moins forte avec des graphiques. Alors, comment on peut, avant de se mettre au travail, déjà faire une petite enquête là-dessus pour comprendre ce qu'on veut dire à qui? Il y a des outils qui viennent de tout ce qui est la recherche UX, qui peuvent être appliqués, qui sont des outils formidables. Alors là, je vais juste les lister rapidement et dire quelques mots, mais je ne vais pas les expliquer en détail. Mais si ça vous intéresse, vraiment, je vous invite à rechercher recherche UX et vous trouvez plein de choses. Donc, on pourrait faire des entretiens avec ces gens pour comprendre justement leurs besoins, leurs motivations, etc. On pourrait les observer dans le contexte dans lequel ils sont censés utiliser notre production. On peut faire des ateliers d'échange. On peut utiliser des outils du UX design de synthèse de nos recherches, comme ce qu'on appelle des personas. Ce sont des profils types de nos utilisateurs, ou des user stories. Ce sont un peu des phrases qui synthétisent les actions, les choses que la personne est censée pouvoir faire avec ce produit ou sur cette interface. Donc ça fonctionne très bien quand on a un public qui est à peu près défini et accessible. Donc, typiquement, je le disais, je travaille un peu dans deux types de data viz. Dans la data viz en interne dans les entreprises, bah là, c'est un cas parfait parce que on a effectivement un public qui est très souvent accessible, qui est défini, qui est limité. Donc, on n'a qu'à aller à l'encontre de ce public. Dans les projets un peu plus personnels ou dans un objectif un peu plus de grand public, c'est un peu plus difficile. Mais ce n'est pas impossible. On peut quand même se poser des questions sur le type de data viz qu'on va faire. Donc, je vais vous montrer un exemple ici. Ça, c'est une visualisation qui a été réalisée par Kim Scott, donc qui s'appelle MomsWhoViz. Donc, et une visualisation qui est dédiée aux personnes, aux femmes qui font partie de cette communauté en ligne des mamans qui font de la data viz. Chacun de ces petits ronds est un portrait, vous voyez, il y a les noms dessus, est un portrait de ces femmes. Il y en a, je sais plus, 18. Il n'y en a pas beaucoup. Et chaque portrait a après des éléments graphiques qui sont très précis et qui sont définis ici, qui vont en parler de le profil, la personnalité de cette personne. Donc ici, on a voilà la légende, un peu comme celle que j'avais montrée tout à l'heure. Hein. On a créé un langage visuel exprès et du coup, il y a une légende quand même qui demande, il faut aller voir tout ça pour comprendre ce que ça veut dire le petit rond, etc. Mais ici, je trouve que ça a énormément de sens parce que cette vise, elle est mise à disposition au public, mais clairement, elle est faite pour Jackie, Agatha, Cathy, elle est faite pour ces femmes-là. Donc, on peut imaginer raisonnablement que ces femmes prendront plaisir à passer du temps à décortiquer leur petit portrait, le comparer avec celui de leur copine, etc. Ça veut dire qu'on s'est interrogé sur le public auquel on parle. Et on s'est dit, oui, je peux leur demander l'effort de lire la légende. Je vais passer au deuxième conseil. On commence à travailler sur la vise et on va pas comme ça foncer jusqu'au bout. Hein. De temps en temps, on s'arrête, on essaye de regarder de l'autre côté de la vise, se mettre à la place des utilisateurs et des lecteurs. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, ça, concrètement? On peut le faire de plusieurs manières. La manière que je préfère, c'est celle-là, faire des tests utilisateurs. Encore une fois, ça présuppose d'avoir les utilisateurs quand même sous la main. Donc, peut-être c'est pas possible tout le temps, mais au moins quand c'est pas possible, demander du feedback, avoir une vision externe, et ça pas à la fin du travail, quand ça sera difficile de le modifier, mais en cours de travail. Et puis, une autre chose que j'aime bien, c'est de imaginer les parcours possibles dans la vise. Donc, faire une sorte d'expérience mentale, on s'éloigne de temps en temps, et je vais imaginer comment la personne va naviguer, va cliquer d'un écran à l'autre, ou bien si c'est statique, comment ses yeux vont passer d'un endroit puis à un autre, où est-ce que je vais les amener? Et baliser ce parcours avec des éléments graphiques très classiques.
la couleur, le contraste, la typographie. Donc, on va utiliser juste la panoplie classique du design graphique. Je vous montre un autre exemple ici, donc ça charge, créé par CJ Miles, que je ne connais pas. C'est une visualisation sur Roger Federer. Moi, je connais pas du tout le tennis, mais je trouve qu'il y a des éléments intéressants là-dedans. Ici, tout de suite, mon attention est attirée par cette ligne rose. Déjà parce qu'elle est rose et le reste est plutôt sur le gris foncé. Et puis parce qu'elle commence tout au bout. Elle l'a fait commencer même un petit peu au-dessus du titre pour dire vraiment que c'est de là qu'il faut commencer. Je descends. Très vite, je comprends, sans même lire le texte, qu'il s'agit donc de la carrière de Federer. Donc, le rose, c'est Federer. C'est beau. Je continue. Là, j'ai deux couleurs qui s'introduisent, donc le bleu ciel et le violet. Mais mes yeux sont rivés sur le rose parce que j'ai compris que c'est ça, Federer. Et il me suffit d'un clin d'œil pour comprendre que les autres, c'est Djokovic et Nadal. OK, très bien. Je continue et je continue à regarder le rose, qui constitue un peu un fil rouge. Un fil rose. Allez, c'était une petite blague. Et là, du coup, je continue dans cette ligne. Le rose continue de me guider. Et en plus, la disposition, le choix de la disposition verticale me permet vraiment de parcourir les années jusqu'à arriver à l'année la plus récente, 2021. Donc voilà, ça c'est une manière de vraiment s'interroger sur le parcours et le guider visuellement d'une manière graphique. Se débarrasser de l'inutile. Alors, enlever tout ce qui ne sert pas. Et ça, vraiment, là, on voit esthétique, clarté qui sont vraiment liées. Parce que si j'enlève ce qui est inutile, pour le cerveau des gens, ça fera beaucoup moins de choses à traiter. C'est plus clair. Il y a moins de charges visuelles, de charges cognitives. Et puis, en même temps, j'enlève peut-être aussi tout un tas de choses qui vont créer une surcharge esthétique également. Et donc, l'affichage sera normalement un peu plus agréable. J'ai deux exemples à vous montrer ici, dans ce cas-là. Un exemple qui est tiré du domaine des dashboards d'entreprise, donc créé par Priya Padam. C'est une, je pense que c'est des données fictives, hein, c'est une sorte de tableau de bord marketing où on va retrouver des grands indicateurs, voilà, comme des boxes comme ça. Et dans chacune de ces boxes, on a l'indicateur, on a l'évolution par rapport à l'année précédente et puis la ligne de l'évolution sur le temps. Ici, on voit qu'il y a eu vraiment un vrai travail pour enlever tout ce qui est inutile. Déjà, rien que sur les line charts, on n'a pas la grille derrière, on n'a pas l'axe des abscisses des ordonnées, on n'a pas les valeurs de chaque point, on a juste le début et la fin, ce qui nous donne une ordre de grandeur. Et puis aussi, un autre élément qu'on remarque un peu moins, on voit tout de suite le rouge là, ça descend. Typiquement, ce qu'on fait, c'est que ça c'est rouge, et du coup, quand ça monte, on va mettre une autre couleur. Mais l'autre couleur, ça sert à rien. Et là, enlevé Priya, elle a très bien fait. Parce que du coup, comme ça, on voit beaucoup mieux le rouge. C'est beaucoup plus clair. Et en même temps, c'est aussi beaucoup plus joli. Parce que, voilà, ça reste dans une esthétique qui est beaucoup plus harmonisée. Alors ici, quand je dis enlever des choses, souvent on entend hein, less is more, des choses comme ça. Alors, faut tout élever. Allez, on enlève tout. Pas forcément. Ici, on est dans un style effectivement très minimaliste. C'est un style qui s'applique très souvent aussi effectivement au dashboard de l'entreprise. Mais ça ne veut pas dire forcément être dans un style minimaliste. Je vais vous montrer un deuxième exemple pour vous expliquer ce que je vais dire. Donc ici, c'est le travail d'une designer d'information italienne, très douée, Michaela Lazzaroni. Donc, elle a fait cette visualisation qui montre des petits carrés. Et donc, chaque carré, c'est une personne qui a été déportée dans la ville de Turin entre 1943 et 45. Donc, c'est un sujet chargé émotionnellement. On a, alors ici à l'écran, ça fait un peu de reflet, je pense qu'on ne voit pas tellement, mais on a les années et les mois en bas. Et puis là, on a des tranches d'âge. Donc, plus on monte, et ce carré-là, c'est une personne âgée, ce carré-là, c'est une personne plus jeune. On voit qu'ici, il y a eu aussi un travail pour enlever l'inutile. Encore une fois, on n'a pas la grille. Les axes ont été réduits au minimum, vraiment. Donc, on a enlevé tout ça. Mais une fois qu'on a fait ce nettoyage, à ce moment-là, on peut rajouter des éléments selon les objectifs qu'on s'est donnés. Et ici, il y a clairement un objectif de transmettre des émotions.
et on les transmet avec des éléments esthétiques qui nous permettent d'avoir cette métaphore de chaque personne comme une étoile dans le ciel de Turin. Et ça, c'est fort au niveau émotif. Et c'est très cohérent et très adapté à ce type de sujet, forcément. Et comment on le fait? On le fait avec cette sorte de surbrillance ici, avec l'effet de ciel, avec le skyline de Turin, etc. Donc, on enlève des choses, mais après, on n'est pas obligé de rester dans le minimalisme. Ça dépend du projet. Seulement, d'abord, il faut enlever l'inutile pour pouvoir ensuite travailler et focaliser uniquement sur les sujets qui nous intéressent. Être visuellement cohérent, là aussi, je pense que c'est vraiment double gagnant, clarté et esthétique. Donc, c'est ça, je vais communiquer ça, ce lien-là. Quand on est visuellement cohérent, ça facilite la lecture. Pourquoi? Parce que le langage est cohérent. Je comprends comment ça marche. Au premier écran, là, au premier graphique, le deuxième, c'est la même chose. Ou bien, enfin, il y a des éléments qui me permettent de me repérer facilement. Je ne dois pas apprendre à décoder la chose à chaque fois, à chaque étape. Et en même temps, on obtient aussi un rendu qui esthétiquement est plus harmonieux et plus agréable. C'est peut-être le dernier exemple que je vous donne. Donc là, c'est un graphique d'une agence mexicaine qui s'appelle Xdata, qui montre la population mondiale dans 100 ans. Donc la légende est très claire. Enfin, c'est en espagnol, mais c'est très clair. Le vert sont les naissances et le bleu, ce sont les décès. Et puis après, on va passer d'année en année. Pour chaque année, on a les décès et les naissances sur cette ligne. Donc, on avance dans le temps, les années, et puis on arrive en 2030. Et là, ça change. Là, il y a la transparence qui s'ajoute parce qu'on passe de l'historique à la projection. Donc là, on aurait pu être tenté de se dire, on va mettre d'autres couleurs, là, c'est différent. Mais en fait, non, on utilise un seul élément graphique, la transparence. Ça nous permet de garder de la cohérence visuelle en restant appuyé fortement sur cette légende de couleurs qui clairement régit la totalité de cette visualisation de données. C'est plus clair. Et en même temps, c'est aussi plus joli parce qu'avoir 4 couleurs sur une palette de 4 couleurs, c'est quand même plus difficile de trouver quelque chose de joli, alors que là, ça reste quand même très agréable et très harmonieux. Les choses jolies, ça prend du temps. Ça, on le sait. Il faut prendre le temps pour éditer, pour peaufiner. Combien de temps? Ça dépend. Ça dépend des projets, des contraintes qu'on a. Il y en a certains qu'on peut faire très vite et d'autres qui prennent beaucoup de temps. Alors, en octobre 2021, l'ADEME, l'Agence de la transition écologique en France, a sorti un rapport sur le coût social du bruit. C'est-à-dire donc combien ça nous coûte le bruit en termes d'effets sur la santé et de effets sur notre efficacité au travail, dépréciation immobilière, etc. Moi, ça m'a vraiment interpellée, ce rapport-là. Je trouvais ça super intéressant. J'ai décidé d'en faire une visualisation de données. Et en mai 2022, j'ai été dans une phase, j'avais fait une première ébauche. Mais ça allait vraiment dans une direction que j'aimais pas du tout. Je ne trouvais ça ni beau ni clair. Et puis, j'avais pas le temps. Et du coup, je l'ai laissé d'un côté. Et puis, plusieurs mois plus tard, j'ai repris la chose. Je l'ai laissé reposer et ça a bien marché. Enfin, moi, je trouve que ça a bien marché parce que du coup, en janvier 2023, donc vous voyez presque avant, j'ai pu refaire quelque chose qui était, à mon sens, tout à fait satisfaisant. Je vais vous montrer maintenant, donc parmi les choses qu'on normalement on ne montre pas, je vais vous montrer la première ébauche que j'avais fait. C'est le moment de la honte parce que vraiment, il est pas belle, pas efficace du tout. Alors, je m'étais dit, je vais faire quelque chose en 3 parties. Effectivement, cette division de la matière en 3 parties, je l'ai gardée. Oh, rigolez pas trop quand même, hein. Là, c'est vraiment, donc j'avais fait une division en 3 parties et ça, effectivement, j'ai gardé jusqu'au bout. Mais alors, cette partie-là, ça ressemble à peu près à ce que je fais à la fin, en tout cas. Mais là, j'ai fait cette sorte de rond. Ça n'explique pas vraiment les différences. Enfin, je trouve que c'est pas très clair dans les différences de volume. Et puis c'est vraiment moche. Et là, on n'en parle pas. La troisième partie avec cette sorte de lune, je ne sais pas ce que j'avais pensé, mais j'arrivais pas à faire quelque chose qui soit clair, qui soit joli. En plus, je pensais faire quelque chose de interactif à ce moment-là. Alors, côté interactif, je vous en parle même pas. C'était vraiment catastrophique. Donc, j'ai abandonné tout ça.
Et puis, du coup, quand je l'ai refait, je vais peut-être vous le montrer ici, j'ai fait ça. Complètement différent. J'ai laissé des mois la chose à reposer. Mais ce temps-là, ça valait le coup. Donc, vous voyez, il y a encore la division en 3 parties. Ce graphique est similaire, mais là, j'ai trouvé quelque chose de beaucoup mieux. J'ai trouvé une palette de couleurs. Enfin, moi, je suis beaucoup plus satisfaite du résultat. Et je pense que parfois, la variable qui va compter est vraiment le temps. Observer. Parce qu'en fait, parfois, j'ai l'impression que et sans doute, je pense que plein de personnes qui essayent de faire des choses qui soient claires et jolies, on doivent avoir la même impression. Ils se disent, bon, bah, j'essaye, j'obtiens quelque chose qui est un peu du type, OK, ça passe, mais ce n'est pas au niveau des productions magnifiques que je vois chez certains designers. On a l'impression vraiment qu'il y a un gap. Donc là, moi, le seul conseil que je peux donner, c'est vraiment d'observer les choses qu'on trouve belles et pas que en DataVis, dans d'autres domaines aussi, et essayer de s'interroger sur qu'est-ce que je trouve beau exactement là-dedans. Moi, je garde des cahiers de notes, je garde des dossiers avec des bonnes idées, je prends des captures, etc. Et je me les garde comme ça, ils restent, ils vont populer, enfin, ils vont remplir un peu mon imaginaire. Et puis, parfois, je trouve des éléments que je peux après faire les miens, me les approprier, les traduire, les adapter, sans copier, mais plutôt en prenant des libertés, en expérimentant. Donc ça aussi, il faut avoir le courage d'expérimenter et pas juste refaire ce qu'on a vu. Le dernier conseil que je vous donne, et là on va clore, c'est de être conscient de ses choix. Donc tout ça, ça repose sur des choix. Le processus de visualisation est vraiment ponctué de plein de choix, c'est inévitable. Et parfois aussi, surtout quand les projets durent longtemps, on peut oublier les choix qu'on a fait au début. Donc moi personnellement, j'aime bien garder, je garde un document où je note les questions que je me suis posées, les réponses que j'ai trouvées et les décisions que j'ai prises en conséquence. Et si je reviens sur le projet plusieurs mois après, donc par exemple comme c'était le cas là, je peux revenir éventuellement sur ces choix et voir, comprendre si je vais toujours les garder ou les modifier. Garder trace des choix qu'on a faits, c'est aussi pour moi une manière de vérifier à la fin que j'ai essayé j'ai fait de mon mieux pour donner la vision la plus honnête de l'information que je transmets, que je pouvais donner. Et ça, effectivement, je pense que c'est quelque chose de très important. Parce que je parle pas d'objectivité, parce que l'objectivité, ça n'existe pas. Je parle juste de essayer dans la modeste fenêtre sur la réalité qu'on va proposer, que ce soit un sujet sur le brie en France ou d'autres choses, d'essayer de transmettre quelque chose qui est honnête. Et ça, on peut le faire seulement si on est en mesure de justifier les choix qu'on a fait. Pourquoi on a choisi tel graphique et pas un autre, tel modèle de données et pas un autre, ou telle couleur et pas une autre, par exemple. Et s'il y a un choix qui est obligé, je pense que c'est uniquement celui-là, de être le plus possible honnête. Donc, je vous remercie. C'est fini, mais je ne vais pas vous quitter sans vous dire quand même un petit mot sur moi parce que j'en ai pas vraiment parlé. Donc, je vous disais, je vais commencer de l'extérieur, je vais de l'intérieur. Je m'occupe de DataVis et de design d'information avec une attention particulière au design, au UX design. Je travaille aussi sur Tableau. Par le passé, j'ai travaillé dans la communication digitale dans le domaine associatif et dans le journalisme. Et j'ai fait des études de chinois. Je suis italienne, comme vous l'aurez compris de mon nom et de mon accent, et j'habite en France depuis très, très longtemps. Vous me retrouvez sur Twitter, sur LinkedIn, sur Behance, c'est le portfolio que j'ai projeté au début. Et puis sur mon site perso, il y a aussi les liens vers mes articles et vers mes talks, toujours sur la DataVis.